Bien le bonsoir à tous. On se retrouve encore en ce jour pour une nouvelle session du CODES. Bien, je, comme à l'accoutumée, je vais juste rentrer dans le vif au fait du sujet et répondre aux questions que nous avons devant nous. Avant cela, en fait, hier, je suivais le podcast de Joe Rogan avec Trump et c'était assez fascinant. C'est, Pour dire vrai, c'est un monsieur que je suivais depuis bien longtemps avant sa carrière en politique. Et j'ai toujours apprécié en fait, sa façon de voir les choses et sa façon d'aborder la vie. Mais pendant, en fait, depuis qu'il a commencé sa carrière politique, disons 2000, fin 2014, 2015, en 2014 et 2016 là-bas, je, le- je le redécouvrais sous un nouvel angle. Pas du point de vue de la politique, mais du point de vue de sa personnalité. Et ça a toujours été, disons, constant dans mon esprit, ma façon de le voir. Il y avait une très bonne constante dans la façon de le percevoir. Jusqu'à hier, où ma perception de lui a, disons, changé, a mué vers quelque chose de plus, disons, de plus noble au finish. Parce qu'au finish, je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui a vraiment de la répartie. Bien sûr, j'ai toujours su qu'il a de la répartie, mais toujours, souvent l'impression que bon, voilà, il mettait beaucoup trop d'emphase sur certaines choses et pas d'autres. Mais je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui a un certain discernement et je vais dire, qui sait attribuer quoi à qui de droit. C'est-à-dire, si tu es quelqu'un de merdique pour lui, bien sûr, bien entendu, c'est quelque chose qu'on lui connaît. Mais séparer le showman de l'homme en lui-même, c'est une chose, au fait. Et le fait est que c'est quelqu'un qui est très, très honnête, au fait, vis-à-vis de la façon dont il perçoit les gens. Et soit tu as réussi, soit tu as conclu. Mais quand tu es super bon, il n'a aucun mal à jeter des fleurs et c'est juste magnifique au fait de, c'est pas genre, ok, je le fais, je veux jeter des fleurs, mais non, il est vraiment appréciatif de ce pourquoi ce qui le touche vraiment. Il est vraiment appréciatif de cela. Et quand, dans le même temps, quelque chose lui déplaît, voilà, il le fait entendre et puis c'est tout. Mais dans le même temps, c'est quelqu'un qui est, la chose particulière que j'ai perçue dans le truc, c'est que, ok, je me suis rendu compte que ce n'est pas quelqu'un de bruyant. C'est quelqu'un de qui, fondamentalement, va être bruyant, va faire du bruit, va crier, ce genre de truc pour se faire entendre. Mais c'est quelqu'un qui a une voix il est décisif, au fait. Sa voix est sans appel, disons-le comme ça, mais j'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un de calme par nature, en fait, je veux dire. Pas introverti, pas du tout, mais plutôt calme dans ses interactions. Très présent en termes de dynamique. C'est un alpha. Il est très présent, mais en même temps, il a du recul au fait par rapport à beaucoup de choses. Et c'était fascinant. C'était 3 heures pratiquement, mais que j'ai adoré au fait. J'ai adoré. Pas une seule seconde n'était du gâchis de temps. Bien. Maintenant, je reviens à ce qui nous regarde, ce qui nous concerne. Comment gérer la pression et le stress? Parlant de pression et stress, il y a un moment donné, il y a quelques années déjà, je suivais un truc sur Trump en parlant pour revenir encore à lui, où il, euh, il parlait en fait de succès. Il avait parlé de beaucoup de choses concernant le succès, mais il y a un truc qu'il avait évoqué pendant qu'il discourait, et ce qu'il avait évoqué, c'est quoi? Que tu peux avoir du talent, tu peux avoir de la volonté, etc. Bien sûr, son truc, c'est, tu veux réussir, tu dois aimer ce que tu fais. Et le deuxième truc, c'est ne jamais abandonner.
Mais il y a un truc qu'il a évoqué, c'est genre la capacité à gérer le stress, disons-le comme ça, ou la pression. Je crois que c'était la pression qu'il avait utilisé comme mot. La capacité à gérer la pression. Et de son point de vue, cela fait la différence parce que à certains niveaux du jeu, du jeu des affaires, à certains niveaux des affaires, il y a un certain degré de pression que tout le monde ne sera pas à même de pouvoir supporter. Et cela va faire la différence entre celui qui va avoir du succès et celui qui ne va pas en avoir, en fait. Et du coup, savoir gérer la pression, savoir gérer le stress devient, en fait, un pilier de la réussite, du chemin de la réussite. Maintenant, comment le faire? Comment gérer la pression? Et c'est juste trouver, on peut parler technique, on peut parler juste de perception mentale de la chose. Parler perception mentale de la chose. L'idée, c'est de trouver un point d'équilibre dans notre approche de, des situations, dans notre approche de la vie. Il y a un autre monsieur, euh, qui est dans les affaires, qui évoquait ce point-là une fois. Et son approche de la chose, c'est quoi? Aucune décision en affaires, en règle générale, d'accord, ne va être vitale. C'est-à-dire, il y a rien qui soit vraiment, c'est très rarement des décisions qui vont mettre en jeu le pronostic vital de quelqu'un. Donc, ça dormir, quoi. Pas la peine de se faire un sang d'encre, ça dormir. C'est le genre de truc où, ok, éventuellement, il y a quelques milliards qui sont sur la table, qui peuvent être perdus, mais ne perds pas du temps sur les choses que tu peux pas changer. Mais tu fais de la répartie, d'accord, tu mets de la répartie dans ce que tu fais. Et si c'est des choses sur lesquelles tu n'as aucun impact, relax, laisse la nuit passer, quoi. Le jour va se lever, c'est un nouveau jour, et tu vas pouvoir poser des actions sur des choses sur lesquelles tu as le contrôle. Donc, l'idée, c'est pas de créer oui, c'est de créer un détachement, mais pas d'être détaché au fait de ce qui se passe, mais de créer suffisamment de distance en soi et la pression que génère la situation au moment. De comprendre okay, que la situation va forcément évoluer et puis il n'y a pas vraiment de drame. En fait, l'idée c'est qu'il y a vraiment, il y a rien qui ne puisse être géré au finish. Disons-le comme ça. Il n'y a rien qui ne pourrait être géré. Et donc de relativiser et voilà, d'avancer. Et l'autre chose c'est, bon, toujours dans le même état, dans le même état d'esprit. Pour pouvoir y arriver, certaines personnes font avoir des méthodes différentes. Je me rappelle, je suivais, comment il s'appelle? Son nom va me revenir. C'est celui qui est à la tête du groupe Bridgewater. Bridgewater, ils sont dans le marché, sur le marché boursier. Et je crois qu'il est le numéro un mondial. Il a écrit un bouquin, là aussi je suis en train d'oublier le principal, si j'ai bonne mémoire, ou je suis en train de confondre. Il est Ray Dalio, voilà. Ray Dalio, son approche pour gérer tout ce qui est pression, stress, pour gérer sa journée, c'est 20 minutes de méditation tous les matins. Et ça lui permet de se recentrer, littéralement se recentrer, parce que dans son processus, dans sa description de comment il fait son exercice de méditation, c'est littéralement se recentrer, en fait. Et il propose, tu choisis un mantra ou un mot. Un mantra, c'est un mot, ça peut être un mot clé, ça peut être un mot connu, mais un truc, un thème, que tu te focuses exclusivement, en fait, sur cette idée ou sur ce mot-là. Pendant tout le temps, l'attention bouge, tu ramènes. L'attention bouge, tu ramènes. Cela permet de ne pas, de limiter le champ de pensée euh, qui viennent parasiter, en fait, qui viennent flouer notre perception, en fait, des choses.
Développer un certain degré de concentration vous permet de séparer le bon grain de livret, disons-le comme cela. Et donc de rester plus focus au fait sur ce qui est vraiment important et de ne pas se laisser emporter par le flot des émotions aussi. Et donc lui, c'est littéralement là son approche pour mettre de l'équilibre dans son truc. Et c'était ainsi se fait tous les matins depuis quoi? Depuis les années 80. On est en 2024. Il est à plus de 40 ans de pratique méditative, journalière, et voilà. Et lorsqu'on lui a posé la question, il dit que la chose à laquelle il doit son succès, c'est juste ça. C'est 20 minutes là chaque matin. Parce qu'en pleine journée, lorsqu'il est en situation de crise, etc., ça lui permet, ok, rapidement, il peut se recentrer et faire ce qu'il faut au bon moment. D'autres personnes ont d'autres stratégies. Et il y a certaines personnes qui vont privilégier, par exemple, ok, aller marcher. Il y a un monsieur en particulier auquel je pense, lui, bien sûr, ce n'est pas le même niveau de succès, mais il a quand même du succès, quelques centaines de millions de dollars. Celui-ci, Ray Dalio, c'est un milliardaire. La question ne se pose pas. Mais celui-ci, sa stratégie, c'est quoi? Euh, Déjà, pas de technologie avant 9 heures. C'est-à-dire, pas de portable, pas de message, pas de, non, non, ça, il est avec lui-même. Donc, il réserve, au fait, son espace mental pour lui-même. Pas d'interférence étrangère avant 9 heures. Et 9 heures, le travail commence à 9 heures pour lui. Mais à 11 heures, il va faire une pause. Il va faire une ou deux pauses dans la journée. Mais à 11 heures, absolument, il va faire une pause où il ira marcher. Éventuellement écouter un peu de quelque chose de musique qui ramène la balle à terre, ce genre de truc. Ou pas. Mais marcher, en fait, et marcher pas au bord de la rue avec la circulation. Non, il a son espace où il va marcher, pas trop loin un peu dans la nature, disons-le. Marcher un peu dans la nature et pendant 30 minutes, 45 minutes, et il revient. Et il continue sa journée de travail. Ça lui permet de, ok, on est en train de foncer, faut, à un moment donné, stop. Oh, disons, pause. On ramène la balle à terre, pause. On crée de la distance psychologiquement. Et après, on revient dans le game on revient tout rafraîchi, disons-le comme cela. Donc, chacun sa méthode, mais fondamentalement, cela reviendra à trouver un état d'équilibre mental, c'est-à-dire où on ramène la balle à terre. Ce qui fait que tu n'as même pas le temps de te retrouver sous pression. Parce que se retrouver sous pression, c'est comme une accumulation, en fait, d'énergie, au fait, et qui se comprime. En réalité, c'est pas tellement que la pression augmente parce que l'espace se comprime, mais c'est parce qu'il y a tellement d'énergie accumulée qu'au fait, il comprime, il y a une compression, en fait, qui se fait sur disons, sur le pourtour en fait, de l'espace mental de l'individu. L'individu accumule sans laisser aller. Et donc, différentes personnes, différentes méthodes pour s'apprendre à laisser aller. Une autre personne va juste faire de l'introspection plutôt que bien sûr, celui qui va marcher va éventuellement faire de l'introspection en marchant. Ray Dalio, sa méthode de méditation, le focus va faire que, en fait, éventuellement, les énergies qui ne sont, l'énergie court vers l'attention. Là où son attention ira va faire que toute l'énergie qui était dispersée vers des choses qui auraient eu de la pression, en fait, l'énergie va être orientée vers une idée plus constructive pour lui, en fait. Et en ce moment, il n'y a pas moyen que tu te sentes sous pression. Une autre personne va juste s'asseoir et faire de l'introspection ou juste de l'analyse froide au fait des situations et mettre chaque chose à sa place et voilà. Pas de pression. Réduire au fait le stress lié à la situation, c'est-à-dire parce que l'idée ne sera, là, comme le dit bien la question, c'est gérer pression et stress, ne pas faire disparaître la pression et le stress.
En, en règle générale, il y aura un certain degré de stress. Mais l'idée, c'est de garder le niveau de stress suffisamment bas pour ne pas interférer avec notre performance, interférer avec la clarté de notre vision, en fait, interférer avec notre capacité à décider dans l'instant, au moment. Donc, le but, c'est de pouvoir mener une journée des plus ordonnées, des plus effectives possibles. Et cela étant, je vais passer à la question suivante. Comment cultiver une attitude positive et optimiste? Il faut la cultiver. Cultiver, c'est quoi? C'est planter, arroser. Planter, arroser, planter, arroser, planter, arroser. À quelle fréquence? Aussi souvent. Comme le jardinier ou le semeur. Tu vas le faire, tu vas arroser tous les jours. Tu vas arroser tous les jours. Et on devinera bien que naturellement la pousse ne va pas juste apparaître du jour, enfin, en un jour. Donc il va falloir arroser encore et encore et encore et encore. Tant que cela sera nécessaire. En fait, c'est quasiment presque toujours nécessaire. À moins qu'on rentre, ok, dans la saison pluvieuse, où on est dans la saison pluvieuse où, ok, pas besoin d'arroser. Mais même là aussi, en fait, même si ce n'est pas nous-mêmes qui arrosons, c'est le rôle que joue la pluie, puisque arroser, c'est mimer, au fait, le ciel dans le processus d'hydratation du sol et d'alimentation l'hydratation du sol. Et donc, l'idée, c'est de littéralement planter et arroser, semer et arroser. Semer et arroser, c'est au cours de la journée. Attitude positive et optimiste. C'est identifier des idées qui vont dans ce sens. Des concepts, des pensées qui vont dans ce sens. Et créer un champ de pensée comme un champ lexical. Supposons que je parle de quoi? De courage, par exemple. Et je demande le champ lexical de courage. Cette fois-ci, au lieu d'avoir un champ lexical de courage, je vais plutôt créer des phrases. Disons, si on veut, on peut les appeler aussi des affirmations. Généralement, les gens vont faire des affirmations. Mais qui vont être champ lexical de courage ou champ lexical de succès, etc. Et ce champ de pensée va constituer, va, lorsque l'individu va se le répéter à période régulière. Certaines personnes vont avoir une routine de, ok, tous les matins et tous les soirs, ou juste tous les matins, ça n'a pas d'importance. Et certaines personnes vont juste le faire aussi souvent que possible dans la même journée et tous les jours. Mais l'idée est que cette répétition régulière, c'est arrosé. C'est arrosé. La première fois, c'est, vous êtes en train de planter une nouvelle idée, un nouveau concept dans votre esprit. Mais à chaque fois que vous allez vous le rappeler et vous laissez aller un peu au ressenti de ce nouveau concept, vous êtes en train d'arroser. Vous êtes en train d'arroser et devinez quoi, même si vous ne voyez encore rien, ça pousse. Ça pousse. Et cela vous permet de créer un mode de pensée, puisque ce, ce champ d'idées et de pensées que vous avez développé va vous amener à percevoir les choses à travers ce filtre-là. C'est-à-dire que ce champ de pensée va créer comme un filtre. C'est un filtre nouveau, différent, à travers lequel vous allez être amené à voir votre monde, à voir le monde autour de vous. Et cela définit donc comme un modèle. Ça devient un modèle de pensée à travers lequel vous allez généralement faire passer toute pensée ou tout processus de votre journée, au fait. Parce que, à force
de le répéter, vous allez l'intégrer d'une certaine mesure et forcément cela va influencer la façon dont vous abordez donc les éléments de votre quotidien. Et donc ce modèle de pensée que vous êtes en train d'intégrer va vous permettre de définir un nouveau mode de pensée donc. Et ce mode de pensée va littéralement donc impacter votre existence, votre approche de l'existence. Et c'est littéralement la seule façon de cultiver au fait une attitude positive et optimiste. Définissez les pensées, les champs d'idées positives et optimistes et vous, vous les répétez aussi souvent en vous y identifiant le plus possible, en faisant de l'identification le plus possible. Ça va être plus simple pour cette personne d'avoir juste là, de façon rituelique, c'est-à-dire, ok, je change juste tous les matins, comme ma prière, enfin, après ma prière, par exemple, et tous les soirs après ma prière, ou bien avant ma prière du soir. Et certaines personnes, c'est non, juste tous les matins. Et ça va permettre à certains individus de l'avoir plus structuré dans leur quotidien, plutôt que, genre, de ne pas fixer de créneaux horaires. Et ça peut être dangereux de ne pas fixer de créneaux horaires, parce que du coup, on peut être amené à ne même pas le faire, en fait. Souvent, c'est plus évident de se fixer, ok, matin et soir, et éventuellement pendant la journée, si, quand je suis en train de marcher ou plutôt que d'être sur mon portable, ce genre de truc, plutôt que de ne pas du tout fixer de créneaux horaires. Et donc, c'est l'entretien, en fait, qui va faire la différence. C'est l'entretien de ces idées. Entretenir ces idées-là encore et encore, aussi souvent que possible. Bien sûr, ça va demander un certain degré d'assiduité, un certain degré de concentration. Et il faut pouvoir se rappeler que, ah, j'ai telle chose que ça va bien. Et il faut aimer cela, en fait. Parce que, disons que nous avons nos inclinaisons mentales. Donc, je pense que ce qui peut aider dans le processus, c'est avoir de l'appréciation, en fait, pour ce genre d'idées. Aimer bien, en fait, naviguer dans ce genre d'idées, de concepts, même si ce n'est pas encore tangible, réel. Je dois avouer que bon, bon, même pour moi, c'est pareil, en fait. Mais c'est pas encore tangible, réel. Mais naviguer, en fait, dans ce genre d'idées et lorsque vous êtes en train de penser à des choses qui n'ont aucune valeur, en fait, dans votre existence, à un moment donné de votre journée, vous vous arrêtez et vous dites, ok, ben, j'ai le choix de penser ces trucs-là qui n'ont aucun impact constructif pour moi. Et, en fait, ce champ de pensée nouvelle que j'ai décidé d'adopter parce que ça me permet d'être plus optimiste, plus positif et donc de générer plus de ce genre de résultats dans ma vie. Et donc, ok, on retourne dans la boucle. Personnellement, je vais le faire le matin. Je le fais le matin, pas le soir. Ce que je vais faire pendant la journée et le soir, généralement, ça va être prendre une idée, c'est-à-dire un objectif à moi, que je vais me rappeler. Pas très souvent pendant la journée, c'est-à-dire que ce n'est pas sur une base régulière pendant la journée, ça peut être à n'importe quel moment, soit je suis en train de marcher, soit je suis à la pause, je prends une pause et je suis à midi, je finis de manger et je suis là. Je ferme les yeux et je me rappelle au fait cette idée-là. Ou peut-être le soir, avant de me coucher. Avant de me coucher. Et donc c'est juste là, cultiver cette habitude-là, régulière, quotidienne. Chez moi, c'est relativement plus flexible pendant la journée et le soir. Parce que le seul point que je ne vais pas négocier, ce que j'ai décidé, c'est le matin. Donc, à partir du moment quand je l'ai fait le matin, je me dis, ok, pour le reste de la journée. Mais éventuellement, je vais me rappeler, en fait. Et je vais juste le faire parce que je veux le faire. C'est tout. Comment se motiver pour sortir de sa zone de confort? Est-ce qu'on a besoin de se motiver pour cela? Faut juste sortir. La plupart des choses de l'existence sont plutôt simples. Et souvent dans les questions, les réponses sont souvent juste là. Dans les questions, aussi simples.
que la question se présente, la réponse se trouve dedans. Elle est tellement simple elle peut même être dans la question posée. Aussi simple que la question même peut la contenir, au fait. Faut juste sortir de sa zone de confort. Et au fait, c'est mal parlé, au fait, que de dire sortir de sa zone de confort. Je crois que j'ai abordé ce point-là dans, dans un épisode précédent où je parlais plutôt de, en fait, ce ne serait pas de sortir de sa zone de confort, mais élargir sa zone de confort. Et pour ce faire, il faut donc mener des activités qui nous rendent une seconde intéressant. Ouais, je me doutais bien que j'avais déjà abordé ce point-là. Ok. L'idée, c'est de mener des activités qui ont éventuellement, pardon, mener très souvent, au moins une fois par semaine, une activité qui nous rend inconfortable. D'accord. Maintenant, la question n'est pas littéralement de comment sortir sa zone de confort, mais comment se motiver pour. Il faut, le concept de motivation n'est pas un concept que j'aime entretenir parce qu'il n'est pas, ça ne vaut pas la peine, de mon point de vue, bien entendu. Et je dirais plutôt, vous voulez sortir de votre zone de confort, faites-le. Faut considérer cela comme n'importe quelle autre décision que vous êtes en train de prendre pour votre existence. C'est-à-dire, ce n'est pas un truc à faire à moitié. C'est aussi important que aller travailler. C'est aussi important que respirer. Bien sûr, ce n'est pas une décision que l'on prend consciemment, on respire juste. Donc, ce n'est pas éventuellement une bonne analogie. Je dirais, c'est aussi important que aller faire des emplettes au marché. Pour ceux qui vont faire des emplettes au marché. Aussi important que, quoi? N'importe quelle activité vous faites. Aussi important que vous lavez le matin. Vous vous brossez les dents. Et le faire avec, je ne connais personne qui, enfin, peut-être il y en a, hein, des gens qui programment, ok, je vais me brosser demain matin, ou qui sont motivés d'abord avant de se brosser le matin. Je n'en connais pas. On se lève, on se brosse, point. Et dans la même dynamique, tu veux sortir de ce confort, même des activités qui vont dans le sens, en fait, faut pas rechercher à être motivé pour le faire, il faut juste le faire. Et, et je crois que sortir de l'état mental dans lequel on estime qu'il faut un préalable à l'action pour justifier l'action ou bien pour montrer le chemin à l'action. Sortir de ce chemin mental va permettre aux gens, en fait, de rapidement progresser sur leur chemin personnel, en fait, dans leur quête d'eux-mêmes. Généralement, on va assujettir l'essentiel au non essentiel. C'est-à-dire, tant que je ne suis pas motivé, je ne ferai pas telle chose qui est importante pour moi. Alors que la motivation n'enlève rien et n'ajoute rien à la chose à faire. Et la chose à faire en elle-même, elle est importante dans certains cas, c'est pas une chose vitale. Mais les gens vont juste conditionner cette chose à faire là par, ok, il faut que je sois motivé d'abord, comme si c'était nécessaire. Ce n'est absolument ni nécessaire, ni nécessaire pour faire quoi que ce soit. Tu ne veux pas courir, tu attends d'être motivé avant de courir, mais je suis sûr que s'il y a une explosion ainsi tout de suite, tu vas juste courir. Tu entends un coup de feu tout de suite. Tu vas juste courir sans demander, ah ouais, mais je n'étais pas encore motivé. Attendez, il faut que je sois motivé. Dès que je suis motivé, j'ai entendu le coup de feu, hein, mais je crois que dans 5 minutes, je serai motivé. Je vais courir dans 5 minutes. Non, tu cours. Ce qui prouve que, pour courir, tu n'as pas besoin d'être motivé. Tu as juste besoin de courir. Mais beaucoup de gens vont conditionner les choses. Ces personnes vont conditionner les choses qu'elles doivent faire par le fait d'être motivé d'abord. Comme si
Non, je me sens pas motivé pour aller à la salle. Ok, tu peux avoir une autre excuse, mais la motivation, c'est has-been, quoi. C'est dépassé. C'est pas réfléchi. C'est même pas comme si ça contribue à quoi que ce soit, en fait, dans la dynamique d'aller à la salle, par exemple. Ça contribue à rien. Tu ne vas pas à la salle parce que c'est pas la motivation qui t'a fait décider. C'est un objectif bien déterminé. Ok, être en bonne forme. Ok, perdre du poids. Peu importe. C'est ça qui t'a fait décider. L'objectif n'est pas atteint. En fait, ok, l'objectif là est là. Les actions sont là. Qu'est-ce que ça va de la motivation? Rien. Il faut juste se lever et aller le faire, c'est tout. C'est comme, tu te lèves, tu te brosses, c'est tout. L'objectif, c'est clair. Avoir une hygiène de boue, une hygiène buccale impec. Et voilà, etc. Se sentir à l'aise avec soi. Il n'y a pas, ok, il faut que je sois motivé avant de me brosser. Non. Il faut juste le faire. Il faut juste le faire. Je ne vais pas associer ceux qui recherchent la motivation ou la recherche de la motivation à de la paresse. Mais ça finit par rendre paresseux n'importe qui attend cela pour faire quoi que ce soit. Ça rend à la fois paresseux et stupide. Stupide du point de vue où justement tu finis par croire que, au fait, effectivement, à un moment donné, tu vas finir par te convaincre que, effectivement, c'est la motivation qui va faire que tu vas le faire. Alors que ça ne contribue en que dalle. En que dalle. Parce que, même, supposons que, ok, tu as de la motivation, tu commences. Mais à un moment donné, la motivation, c'est un état que tu ne peux pas maintenir. De la même façon où, avant de commencer l'activité, tu n'as pas la motivation, donc tu ne peux pas te commander. Il y a certaines personnes qui se sont entraînées à être juste tout le temps. C'est même pas de la motivation. Enthousiaste. Il faut être enthousiaste pour faire les choses. Et l'enthousiasme ça peut être généré. C'est une énergie extraordinaire, puissante. C'est juste une joie intérieure, en fait, qu'on peut juste générer. La motivation, c'est une autre histoire. Et le truc, c'est que, supposons que, ok, finalement, tu as été motivé et tu as commencé par courir ou tu as commencé par aller à la salle. Mais le truc de la motivation, comme tout état émotionnel, ça va monter, ça va atteindre son pic et ça va rentrer en phase de dépolarisation. Chou, quoi? Tu vas juste arrêter d'aller à la salle parce que tout, toute la dynamique de l'action que tu posais reposait exclusivement sur le fait que tu étais motivé. Mais voilà que tu es plus motivé. Qu'est-ce qui va se passer? Ça ira dans le même sens, en fait, l'effort fourni. Bon, les efforts futurs à fournir iront dans le même sens. Et donc, depuis le début, ne pas baser le travail à effectuer, peu importe le type d'activité effectuée, sur la notion de, ok, comment faire pour me motiver pour, comment faire pour me motiver pour lire ce bouquin? What the fuck? Lis ou ne lis pas? Si tu lis, tu sais pourquoi tu lis. Quand tu lis, tu sais pourquoi tu lis. Tu peux pas lire. Décide que ça ne fait plus partie de tes priorités, passe à autre chose. Mais garder ça en suspension, là, elle se dit, je vais le faire, j'ai pas encore la motivation. C'est, faut juste se regarder dans le miroir et se dire, bon, je joue la paresse. Ok. C'est encore plus crédible que de dire que c'est parce que je suis pas encore motivé. Reconnaître que, ok, franchement, j'ai la paresse, hein, je perds mon temps sur d'autres choses plutôt que de me mettre dessus. Non, c'est pas que tu manques de motivation, tu manques de détermination. Tu manques de détermination, de concentration et de sérieux, c'est tout. Et la plupart des gens, à un niveau ou à un autre, pour une chose ou une autre, vont se retrouver dans ce genre de schéma. Donc, il faut juste pouvoir mettre les choses à leur place et faire ce qu'il faut pour changer la donne. Faire ce qu'il faut pour changer la donne. Voilà. Parce qu'on était, comment se déconnecter pour laisser libre cours à votre imagination? Je crois que le truc à faire, c'est,
Je pourrais plutôt décrire, en fait, le processus de ce qui se passe. Le fait que, imaginer, au fait, va, involve, va inclure, va nécessiter, en fait, de dynamique. C'est-à-dire il y a un processus qui va être totalement, euh, lié à notre perception du monde extérieur, c'est-à-dire des éléments du monde extérieur qui vont influencer, en fait, le champ de, les idées que nous avons forcément, et donc, les choses que nous allons imaginer. Puis, il y a un deuxième truc qui va être celui que nous allons apporter, notre touche personnelle, c'est-à-dire dans le processus d'imagination, en fait. Et c'est ce volet-là qui va être créatif, il y a celui où nous allons juste modifier, au fait, ce qui est déjà là dans notre imagination, disons-le, comme cela. Et il y a ce que nous allons générer de nouveau. Enfin, générer pour une première fois, pas générer de nouveau. Ce que nous allons générer et qui sera inédit dans notre imagination. C'est-à-dire qu'il y a un volet où nous sommes dans un mode relativement consommateur, puis un volet où on devient, dans une certaine mesure, producteur. Mais pour être de plus en plus, pour être producteur, il faut réduire la consommation. Je crois que c'est plus, j'espère que ça permet de mieux voir la chose. Supposons que tu n'as que 100 gigas d'espace. Pour chaque giga que tu accordes à la consommation, c'est un giga que tu perds pour la production. Mais le fait est que nous vivons dans un écosystème, dans un environnement actuellement où généralement tout est de la consommation. Même si on supprimait la technologie, le fait d'avoir les yeux ouverts et je suis en train d'observer les gens passer, etc. Cela génère un champ de pensée. C'est-à-dire, ah, telle personne, qu'est-ce qu'elle a porté, etc. Oh, telle voiture, etc. Le monde extérieur impacte ta vision du monde et crée un environnement mental et entretient le discours intérieur, mais qui va être fonction, en fait, du monde qui est perçu. Ferme tes yeux un instant et tu, sur le coup, ce que tu voyais, tu ne le vois plus. Et donc, du coup, tu ne peux pas être en train de commenter en live, donc, ce qui se passe juste devant toi, tout simplement parce que tu n'es juste plus en train de le voir. C'est juste là. Mais ce qui prouve que, en fait, pendant tout le temps où tu as les yeux ouverts, tu consommes. Veux ou veux pas. Les oreilles, on consomme. Lorsque nous mangeons, les informations en termes de sensations, du goût, c'est de la consommation, quoi. Olfactif, c'est pareil. Donc, nos sens nous lient au monde et nous mettent dans une position de consommateur. Se mettre dans une position où on peut laisser libre cours à notre imagination et développer notre imagination, et comme le dit là, se déconnecter. Ça va nécessiter de se déconnecter au fait du monde. Pour ce faire, bon, c'est relativement la même approche, hein, c'est souvent les mêmes choses qui vont revenir. S'asseoir juste et fermer les yeux, d'accord? Et essayer de créer de la privation par rapport à nos différents sens le plus possible. On va pas se refuser de respirer, mais s'isoler dans un endroit avec le minimum de bruit, s'asseoir de façon confortable, mais sans trop, sans trop bouger. Certaines personnes vont recommander de ne même pas bouger. Mais le plus basique, c'est fermer les yeux, avoir les yeux donc fermés au fait durant tout le processus, dans tout le cas. Et ça réduit, puisque plus de 60% en fait des informations que nous intégrons dans notre mental à chaque instant vont venir au fait du champ visuel, au fait. Plus de 60%. Et donc, faire que réduire cela, ça fait une grande différence dans la dynamique. Et donc, dans ce genre d'environnement où on s'est coupé vous avez remarqué que je n'ai pas parlé ok, il faut éteindre son portable, garder le portable à distance, garder son ordinateur à distance, éteindre la télévision. Cela va de soi. Pas besoin de revenir sur ça, en fait. Même si, supposons que j'ai mon portable ici, j'ai les trucs, et que, ok,
je fais juste ce que Dieu m'a dit, s'asseoir, fermer les yeux, etc. Et rien que là, le portable est là. J'ai pas fait un effort surhumain pour aller le mettre quelque part, etc. Mais je me suis déconnecté. Pas du Wi-Fi, mais je me suis déconnecté au fait du monde extérieur. Donc, le truc, c'est de ne pas avoir en tête que, ok, ne pas faire une fixation sur exclusivement la technologie. Parce qu'il ne s'agit pas de, ce n'est pas la technologie fait partie de l'environnement dans lequel nous vivons. Et cet environnement est extérieur, en fait, à notre monde mental. Nous tirons les informations sous forme d'influx nerveux, en fait, de cet environnement à travers, en fait, nos différents sens. Donc, ce n'est pas, ne pas faire une fixation sur, ok, c'est le portable le problème ou tel gadget qui est le problème. Enfin, il n'y a même pas de problème. L'idée, c'est de favoriser, au fait, le processus imaginatif. Et l'idée, donc, c'est de se couper, donc, de tout ce qui est extérieur, au fait, à notre monde mental. Et pour ce faire, c'est juste réduire, au fait, l'impact du monde extérieur sur nos sens. Parce que le moins nos sens captent, le moins nous consommons les informations du monde extérieur, en fait, les informations qui viennent du monde extérieur. Et le plus, donc, nous nous mettons dans une prédisposition à, ok, à observer ce qui se passe à l'intérieur. Je suis en train de discuter avec une dame une fois, on parlait justement disons, de méditation, etc. Et, parce elle était dans cette situation, etc. Et nous avons parlé d'un certain nombre de trucs qu'elle faisait. Et à un moment donné, on avait évoqué, enfin, j'ai évoqué, en fait, je lui ai suggéré la méditation. Et elle me disait, ok, c'était quelque chose qu'elle avait essayé une fois. Enfin, une ou deux fois, un truc comme ça. On sait pas, c'est pas un truc qu'elle a l'habitude de faire, mais c'est un truc qu'à un moment donné de son essence qu'elle avait essayé. Mais qu'elle avait remarqué que, quand elle le faisait, quand elle s'asseyait, elle fermait les yeux, en fait. Qu'il fait beaucoup de pensées. Genre, elle se sentait harcelée par les pensées. Et, non, c'est juste pour ça que, c'est pour cela qu'elle avait arrêté. Je lui ai dit non, en fait, bon, pas que ce qu'elle a dit est faux. Mais ce n'est pas que c'est parce qu'elle elle s'est assise pour méditer que les pensées ont afflué vers elle. C'est juste que ces pensées-là avaient toujours été là. Tout ce brouhaha là avait toujours été présent. Mais c'est juste que son attention était plus portée sur l'extérieur. Donc, elle ne pouvait pas être suffisamment présente et consciente pour remarquer tout cela, en fait. Donc, il n'y avait rien de nouveau, en fait. C'est juste son degré d'attention sur son monde intérieur, en fait, qui a fait la différence. Et donc, l'idée est quoi? Lorsque l'on se prive, on crée une privation par rapport au monde extérieur, privation d'essence par rapport au monde extérieur. On se donne l'opportunité, en fait, ok, d'explorer déjà ce qui est là, en termes d'idées, d'images, etc. Et éventuellement, avec un exercice régulier, quotidien, etc., nous allons avoir notre touche personnelle que nous allons commencer par apporter. C'est un peu comme si vous avez une pièce musicale que vous devez jouer au piano. C'est déjà écrit. Et vous avez appris la pièce et vous la jouez, quoi. Mais à un moment donné, vous vous rendez compte que, ok, attends, euh, à des moments donnés, il y a des temps, entre deux temps, vous vous rendez compte que, ok, il y a suffisamment d'espace pour que vous improvisez. Et là, on va pas, c'est pas dégamer. Vous allez commencer par glisser deux, trois notes à des endroits donnés et cela va juste définir, en fait, cela va juste être votre touche personnelle que vous allez ajouter à ce truc-là qui avait déjà été écrit, en fait. Mais vous ne pouvez vraiment y arriver que lorsque, ok, vous avez joué le truc, vous l'avez joué du mieux possible et que maintenant, vous pouvez observer que, ok, au-delà du rythme, il y a matière à glisser. Pas créer quelque chose de nouveau à rajouter, mais genre à glisser pour donner un peu de tournure. Je suppose que vous voyez de quoi je parle. Et donc ça va juste se passer comme ça. Et en ce moment-là, on va devenir producteur. Parce que l'on produit quelque chose. On rajoute quelque chose à ce qui était là. On fait pas, l'information
habituellement, notre imagination va être essentiellement nourrie de l'extérieur, c'est-à-dire des choses qui viennent de ceux qui vont porter, etc., etc. Et on est juste il y a beaucoup d'informations, mais c'est juste que de la consommation d'informations. Mais pour une fois, il y a de l'information qui était déjà là. À un moment donné, on s'ennuie de cette information, on commence à produire, on commence à rajouter un peu. Généralement, les gens vont rajouter. La façon dont les gens rajoutent, c'est lorsqu'ils sont, ils veulent critiquer quelqu'un, en fait. Ils vont imaginer, en fait, c'est pire. Genre, ils prennent déjà des trucs de l'extérieur et puis, ok, maintenant ils vont rajouter leur touche personnelle pour être le plus méchant, le plus, voilà, cynique possible, le plus mesquin possible, etc. Les gens sont super, ils sont habiles pour ce genre de trucs. Mais ici, je parle de, oh, c'est le même champ d'imagination qui est utilisé. Mais ici, on en parle d'un point de vue plus productif, plus positif, disons-le comme ça, une orientation plus bénéfique pour soi et pour tous. Et de ce point de vue, ok, s'asseoir et avec le temps, glisser des concepts nouveaux et observer ces concepts-là, en fait, dans le champ mental. Et avec le temps, éventuellement, notre, euh, notre imagination deviendra plus créatrice et plus bénéfique pour nous et pour les autres. Yeah. Quel est votre style de leadership et pourquoi? Style de leadership, je suis pas sûr de, bon, je vais y répondre comme je comprends la question. Mais la façon dont mon approche de la chose, c'est quoi? Il faut mener par l'exemple. Faut mener par l'exemple. C'est juste mon approche de la chose. En une phrase, quoi. Faut mener par l'exemple. Et ça revient à quoi? Ça ne revient pas éventuellement à faire ce que vous demandez aux autres de faire. Mais vous faites ce que vous avez à faire et par cet exemple, justement, les autres sont supposés faire ce qu'ils ont à faire. Ça vous met dans une position, ok, euh, tout le monde met sa main à la pâte. J'ai travaillé il y a quelques années, j'étais avec à l'époque, je crois qu'il était commandant. Non, il n'était pas commandant, il était un colonel. Il était colonel, un colonel de l'armée. Et il disait souvent une chose. Il faut contribuer à l'effort de guerre. Bien sûr, pour, c'est une déformation professionnelle. C'est-à-dire, bien sûr, c'est pas dans un contexte militaire qu'on travaillait, qu'on collaborait ensemble, mais change juste, c'est sa façon à lui de dire, ok, et tout le monde doit mettre sa main à la pâte, il faut contribuer à l'effort de guerre. C'est quelque chose qu'il disait très souvent, il faut contribuer. Bien entendu, quand le contexte s'y prête, il faut contribuer à l'effort de guerre, c'est-à-dire tout le monde doit participer, au fait, à ce truc. Et naturellement, le premier à le dire, c'était lui-même. Et donc, le premier à le faire, c'était lui-même. Ça va de soi. Et donc, le meneur, c'est comme ce général-là qui est le premier sur le champ, qui est devant, en fait, sur le champ de bataille. Le premier à couper la première tête avec sa lame. Hmm. Et voilà. Ce qui donne suffisamment de punch au reste de son armée pour en faire autant. Et donc, encore une fois, mener par l'exemple. C'est être vraiment proactif. D'abord, mener en posant des actions et puis ensuite avoir une bonne vision au fait de ce qui est supposé être fait. Avoir une bonne vision. C'est une autre façon de le dire. Je demanderais, le meneur doit être un peu comme un milieu de terrain au foot et l'entraîneur en même temps. La vision des deux et l'action du milieu du terrain. Disons-le comme cela. Il est en train de jouer, mais en même temps, il joue sa partition.
Et en même temps, il a une bonne lecture du jeu par rapport à tout le monde et où doit aller la balle, etc. pour qu'on atteigne l'objectif. Et savoir reconnaître, au fait, euh, la lecture du jeu va impliquer quoi? Savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire ou une idée des plus claires de ce qu'il faut faire pour atteindre l'objectif. Et ensuite, savoir qui est capable de quoi, quand et où. Savoir qui il faut mettre à telle place pour faire telle chose. À quel moment il faut mettre cette personne-là. À quel moment la personne qui a été mise à la place elle doit faire la chose. Et voilà. Ouh. Et je crois que c'est éventuellement pour moi le style en termes de leadership, c'est de ça, quand on parle de leadership, c'est plus de ça qui va s'agir, en fait. Le reste va tourner autour de ça. Être dans le game, savoir ce qu'il y a à faire et savoir diriger les gens pour qu'ils le fassent. Maintenant, bon, si on peut rajouter un troisième point, c'est avoir de la présence. Parce que vous pouvez faire les choses, vous pouvez poser les actions, c'est-à-dire donc être un exemple. Vous pouvez savoir quoi faire par qui, quand et où, demander de le faire, donc, etc. Les gens ne veulent juste pas écouter. Donc, en ce moment, ils vous respectent pas assez pour vous écouter. Certaines personnes vont le faire par juste contrainte professionnelle parce que éventuellement vous êtes leur supérieur hiérarchique, donc ok, ils se sentent obligés de le faire. Mais je préfère une dynamique où, indépendamment du fait que vous êtes dans une position de responsabilité supérieure à la leur, votre présence, je ne vais pas dire, leur inspire de la crainte. Vous voyez un peu l'idée, ce genre de truc où une personne, même quand elle n'est pas présente, c'est comme si elle était là. Ce n'est pas tellement de la crainte, mais la personne est juste présente. Vous devez avoir de la présence. Je ne peux pas de... Ok, si vous voulez avoir du charisme, ça aide. Mais vous devez avoir de la présence. C'est-à-dire, euh, votre absence, quand vous n'êtes, comment le dire, sans créer de confusion. Je voulais dire que quand vous n'êtes pas là, on le sent, mais pas dans le sens où, ok, quand vous n'êtes pas là, le travail ne se fait pas, non. Mais dans le sens où, quand vous n'êtes pas là, on sent que, fuck, il aurait été là, telle chose qui vient de se passer, on aurait déjà entendu tel. En fait, même quand vous n'êtes pas là, les gens savent exactement c'est quoi vos attentes, c'est quoi votre standard. C'est plus de ça que je veux parler. Et bien que vous ne soyez pas là, ils vont tout faire pour être dans ce standard-là. Parce qu'ils savent qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas entendre. Il y a telle chose, c'est ça votre attente. C'est plus de ça que je veux parler, au fait. Et ce n'est pas dans éventuellement, ce n'est pas dans une ambiance, voilà, rigide, etc. Non. Ça peut être à la fois relax, mais sérieux. Ça peut être à la fois relax et sérieux. Quand je travaille, je travaille. Quand je travaille, on n'est pas potes. Quand je travaille, je peux être en train de rire, mais on n'est pas potes. Quand l'heure du travail finit, on va toujours rigoler, mais on est potes. Mais pendant qu'on travaille, je ne, on n'est pas potes. On est en train de travailler. Donc c'est un peu, bon, ça c'est moi. Mais au-delà de ça, pour revenir au point où j'étais parti, il faut avoir de la présence. C'est-à-dire que que vos collaborateurs qui sont sous vos responsabilités, etc., ou même ceux qui sont au même niveau de responsabilité que vous, sachent. En fait, vous devez pouvoir laisser une empreinte dans leur esprit qui fait que on vous connaît pour telle chose. Et en termes de dynamique de travail, quand c'est pour, parce qu'on est en train de parler de leadership, quand c'est pour donner une directive, quand c'est pour trouver une solution à une situation donnée, ok, il faut venir nous voir. Même si peut-être éventuellement vous allez déléguer, ça n'a pas d'importance. Parce que éventuellement, vous savez qui doit faire quoi, quand et où. Ça implique la délégation.
Mais on vient vous voir pas forcément parce que vous êtes, encore une fois, à la tête, mais parce que vous avez tellement de présence que, éventuellement, même si vous n'êtes pas la tête veut que vous gérez le truc pour elle. Et c'est juste là, en fait. Donc, avoir de la présence. Et style de leadership, pour moi, c'est ça. Bien. Bon. Euh, Quelle est votre méthode de travail la plus efficace? Je suis pas sûr de comprendre la question. La méthode de travail la plus efficace. Je n'ai absolument aucune idée de qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire. Mais si je devrais en dire, enfin, mon propre entendement de la chose, méthode de travail pour produire un résultat. Ok. Je ne vais pas parler de d'organisation, genre du point de vue de planification, etc. Je suis de ceux qui vont appliquer la loi du moindre effort. Il y a plusieurs façons d'appeler cela. On va parler de, je crois qu'ils appellent ça le truc de Pareto, 80-20. 20% d'efforts pour 80% de résultats. Et très anciennement qu'on appelle très anciennement appelé et voilà, pas, il y avait une expression qui n'avait pas une bonne popularité. C'est très populaire. C'est sûr que quand je vais l'évoquer, la plupart des gens l'ont déjà entendu ou se l'ont fait dire de par le passé, mais ça n'a pas une bonne popularité. Les gens n'ont pas une très bonne connotation. C'est pas associé à une très bonne connotation. Être partisan du moindre effort. Généralement, les gens vont associer la notion du partisanat du moindre effort à du fainéantisme ou de la paresse. Il n'en est pas. Ce n'est pas forcément le cas. Être partisan du moindre effort. Je suis un partisan du moindre effort. Du moindre effort pour un plus grand résultat en termes d'impact. C'est-à-dire, ça sert à rien de, supposons, j'ai mon épée et j'ai mon adversaire en face de moi. Je ne veux pas faire 10 jeux d'épée pour lui porter un coup. Je veux faire un coup, euh, un jeu d'épée, un coup. C'est ce que je veux faire. Alors, le moindre d'effort pour contribuer au résultat voulu ou un résultat massif. Pareto, 80% d'efforts pour, pardon, 20% d'efforts pour 80% du résultat. C'est le même principe. Mais lorsque on te dit tu es un partisan du moins d'efforts, généralement les gens, c'est de façon péjorative au fait que c'était souvent dit. Pour moi, ce n'est pas, l'appréciation est totalement positive et je suis un partisan de moindre effort. Mais quand je le dis, je sais maintenant on comprend ce que moi j'entends par cela. On comprend ce que j'entends par cela, pas l'autre approche de la chose. Et donc, quel que soit si on va parler de méthode de travail, et pour être efficace, je pense qu'il faut être partisan de moindre effort. Le moins d'efforts possible pour le plus grand résultat. Donc, cela vous oblige une autre façon de, c'est une citation, je crois, qui est attribuée à Abraham Lincoln, qui dit, je ne vais pas citer exactement, je vais essayer de paraphraser, qui dit que si on me donnait 6 heures pour couper un arbre, je passerai les 4 premières heures à préparer ma hache. Peut-être qu'il faut 6 heures pour ça. Mais quelqu'un te dit, ok, je passerai le 2 tiers du temps à préparer l'outil pour effectuer la tâche. Je te dis, ok, je vais chercher une façon plus optimale de faire la tâche en moins de temps. Donc, moins de temps, éventuellement moins d'énergie, mais pour le résultat voulu, moindre effort.
L'idée est la même. En tout cas, pour moi, l'idée est la même. Donc, lorsque je veux évoluer sur le processus de moins d'efforts, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher sans m'obliger à établir des stratégies et des modèles. Et lorsque je mettrai ces modèles en place, cela va me permettre non seulement de gagner du temps sur les choses en cours maintenant, mais sur éventuellement d'autres choses à arriver. C'est le même principe lorsque vous êtes sur votre clavier, vous devez taper un document, vous êtes sur Excel, etc. Il y a des raccourcis. Les raccourcis, ça sert à ça. Moins d'efforts. Parce que le temps d'aller de toucher le clavier ou de bouger la souris, pardon, de bouger la souris ou de jouer avec le pad pour la souris, de venir faire clic droit. Après le clic droit, descendre, choisir ce qu'on veut choisir, cliquer dessus. Et faire, comment on appelle non? Euh, CTRL C, CTRL V, par exemple. C'est, ma main est toujours sur mon clavier. Je fais CTRL C. J'appuyais déjà les touches du clavier. Donc, il y a déjà un effort minimum qui était fourni. Donc, faire CTRL C, CTRL V, c'est pareil au même. Mais si je dois m'arrêter, bouger mon truc, venir sur la chose, cliquer, droit, descendre sur copier, après, revenir, cliquer, droit. Moindre effort. Moindre effort, c'est supposé, un, faciliter au fait notre approche des choses. Ça nous permet de faire plus de choses dans le même créneau de temps. Parce que éventuellement moins d'efforts va être associé à moins d'efforts, c'est moins d'énergie utilisée, éventuellement moins de temps utilisé. Et moins de temps utilisé va équivaloir à le capital de temps va être plus massif, en fait, non, permet de réaliser plus d'activités, plus d'actions. Et même si ça ne réduit pas ça ne réduit pas le temps pour les tâches, parce que j'ai utilisé moins d'efforts pour effectuer la tâche, ça me laisse plus d'énergie pour réaliser d'autres tâches de toutes les façons. Donc, dans tous les cas, c'est tout bénéf. Et pour moi, ça va être la meilleure approche en termes de méthode de travail. Je suis un grand partisan du moindre effort. Et je l'assume. Ah bon. Ok, une autre façon de, ce n'est pas une approche directe, mais une autre façon dont les gens le disent souvent, c'est euh, work, work smarter, not harder. Work smarter, tu travailles plus intelligemment, pas plus durement, en fait. Je pense que c'est pas la masse d'efforts que tu mets qui va faire la différence, mais c'est l'intelligence que tu vas mettre derrière le travail que tu fais, en fait, c'est ça la meilleure approche, en fait. Donc, sur cette note, je vais vous dire bonsoir et je vous recommanderais de rejoindre mon parti, le parti du moindre effort. Allez, bonsoir à tous.